Donc voilà, on va être ensemble pour 1 heure, je pense. Puis je vais laisser tout de suite Jérémy se présenter rapidement. Qu'est-ce que tu fais, où tu es, comment t'en es venu au chien, une petite présentation rapide, générale, juste pour faire un peu le tour. Et puis ensuite, on entamera sur des sujets plus précis par rapport à l'éducation canine. Ok, bah déjà bonsoir tout le monde. Ravi de faire ce live avec toi un petit peu pour parler chien et puis un petit peu plus pousser le côté peut-être réactivité qui fait partie de mes spécialisations. Donc pour développer un petit peu tout ça ensemble sur mes façons de penser, mes pratiques de travail et tout ce qui va avec. Moi, pour revenir un peu sur mon parcours, moi, j'ai commencé le milieu du chien à l'âge de 15 ans sur une filière troisième professionnelle qui nous permettait de faire des stages. Et c'est comme ça que j'ai connu un petit peu le monde du chien. Et j'avais commencé par connaître tout d'abord le côté un petit peu élevage qui m'a plu et du coup j'ai pu passer mes études au lycée agricole de Sivins pour faire mon BEP élevage canin et félin et mon bac pro technicien de conseil vente en animalerie. J'ai par la suite été travailler en animalerie pendant quelques années. J'ai démissionné pour pouvoir faire mon BP éducateur canin en méthode positive. Et puis après, une fois que je l'ai eu, je me suis installé. J'ai continué tous les ans à me former sur des conférences, des séminaires, des formations annexes, pas forcément reconnues par l'État, avec différents intervenants comme Thury Drugas, Jacinthe Bouchard, Claudine Prudhomme, Guillaume Retzner, Nicolas Cornier, enfin vraiment plein de personnes. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Grisha Stuart à Nice justement sur une formation sur le BAT. Je pourrais pas te le ressortir en anglais parce que Behavior voilà. Adjustment Training, yes. Ouais, voilà, merci à On toi, y est. merci à toi. Et du coup, c'est vrai que je me suis toujours un petit peu dirigé dans des styles de conférences, de séminaires, de formation qui pouvaient être complémentaires ou très adaptés finalement sur le travail de chien réactif. Et j'en suis venu très naturellement à aller travailler dedans, alors que finalement, je ne pensais pas prendre cette direction, entre guillemets. Et puis ça m'a plu, ça m'a poussé. Je suis allé voir des choses. Et puis finalement, j'ai fini par avoir une clientèle aujourd'hui qui représente, la réactivité représente entre 80 et 90% de ma clientèle, sur une moyenne à peu près de 700 clients par an. Donc des cas de réactivité, j'en mange énormément, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, que ce soit la réactivité congénère, l'humain, la réactivité Et de c'est vrai. prédation, de choses comme ça. Et c'est vrai que maintenant, je m'éclate vraiment dessus. Ok, ça marche. Super, merci pour cette petite introduction. Je vais tenir mon micro comme un speaker parce que je pense que vous aurez un meilleur niveau. Euh, donc merci pour cette petite présentation. On peut rentrer tout de suite. Donc réactivité humain et congénère, hein, tu as mentionné les deux. T'as aussi mentionné méthode positive, ou en tout cas le mot positif. Qu'est-ce que tu entends par ce truc-là? Moi, mon gros problème dans ce truc-là, et globalement dans toutes les émissions Radio Cabo, c'est revenu. C'est une histoire de sémantique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière les mots. Et à chaque fois qu'on approfondit ce genre de sujet, finalement, on arrive assez souvent à tomber d'accord, parce que chacun a sa définition du mot, ce qui fait que plus personne ne comprend plus rien. Donc, est-ce que déjà toi, tu te revendiques avec cet adjectif-là, et qu'est-ce que tu entends derrière cet adjectif-là si tu l'utilises? Alors, ce qui est problématique, c'est que derrière des mots, il y a des gens. Et c'est Ouais. ça le problème, c'est que selon les gens, il n'y a pas les mêmes façons de penser, il n'y a pas les mêmes croyances, et qu'on a beau utiliser des fois les mêmes mots, on va pas forcément les entendre et les comprendre de la même manière. Clairement, je suis un éduc en positif. Par contre, je vais préférer utiliser un autre terme parce que ces derniers temps, ça fait un moment, je pense que ça date pas d'hier, mais euh, ce mot finalement est très vendeur et très plaisant pour beaucoup de personnes qui veulent se diriger sur une éducation entre guillemets qui permet de les caresser dans le sens du poil en disant bon bah ok on est en positif donc ce qu'on fait c'est réglo, mais entre le positif que certains vont travailler et le positif que d'autres vont faire, on peut avoir vraiment le jour et la nuit en termes de conseils de travail. On va avoir des gens qui vont utiliser ce terme mais qui ne respectent pas les méthodes. Il y en a certains qui vont être dans l'extrême
mal. Il y en a d'autres avec lesquels ça va très bien correspondre. Moi, j'ai tendance à préférer, entre guillemets, utiliser des termes plutôt comme méthode bienveillante et respectueuse. D'ailleurs, j'en avais même créé un petit slogan avec des t-shirts que j'avais créés sans que ce soit entre guillemets officiel. Le truc, c'était pas de tamponner un truc, mais Ouais. de lancer peut-être pas une autre mouvance non plus, mais de peut-être recréer quelque chose qui allait correspondre un petit peu plus à l'utilisation éventuellement de quelqu'un, vu que j'ai été énormément suivi pour différentes raisons, Mhm. en utilisant J'éduque en méthode B&R, qui pour moi voulait dire J'éduque en méthode bienveillante et respectueuse, qui va aller englober un travail sur le binôme homme-chien. C'est-à-dire que par ce terme-là, je ne veux pas m'arrêter à seulement ce que les gens vont utiliser comme outil sur le chien, mais vraiment englober un travail qui va respecter aussi bien l'humain que le chien et englober un binôme de travail. Donc, Ok. moi, je suis plus parti sur cette utilisation-là maintenant parce que je trouve qu'il y a eu trop de déviance sur l'utilisation de ce terme qui aujourd'hui ne veut plus vraiment rien dire. Et c'est un peu compliqué à l'expliquer aux gens entre ceux qui vont parler du positif, mais qui vont n'avoir rien à voir à dire et qui ça sera pas du tout du positif. Et après, avec les mentalités. Alors tu vas me dire, ça peut faire la même chose avec J'éduque en méthode BNR, mais pour le moment, Ouais. vu que c'est tout nouveau, tout propre et que les gens l'utilisent pas vraiment, que c'est plutôt moi qui l'utilise entre guillemets quand je veux faire des affiches, des choses comme ça, ben pour le moment, c'est plutôt quelque chose qui me correspond à moi, mais ça peut correspondre à plein d'autres personnes. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu l'utiliser comme ça. Ça se trouve, il y en a plein d'autres qui l'ont utilisé, que j'ai jamais vu. Je pense pas l'avoir inventé non plus. Je voulais juste utiliser une autre version. Ok. Qui se rapproche plus de ce que tu enseignes et de ce que tu diffuses dans ta vision du chien. Ouais. Ça marche. Du coup, si on aborde un peu ce côté. J'ai un petit retour. Non, ça va. Si on aborde ce côté méthode positive ou ce que toi tu as développé, bienveillante et respectueuse, d'un point de vue plus théorique, on a vu que ça pouvait s'écharper un peu là, récemment sur les réseaux sociaux. Est-ce que du coup dans ton approche et un peu dans la charte qui régit ton travail là-dedans, est-ce que tu intègres par exemple tout le cadran du conditionnement opérant, ou est-ce que tu travailles exclusivement renforcement positif, punition négative? Est-ce que tu intègres aussi la punition positive du renforcement négatif? Comment tu abordes ce truc-là? Est-ce que ça dépend de comment c'est fait? Est-ce que c'est pas du tout? Est-ce que ça dépend du chien, du maître et de la situation? Comment tu abordes ça d'un point de vue un peu théorique pour avoir une meilleure idée de ce que ça peut représenter? Euh, Si tu veux, moi j'estime qu'il y a toujours un exercice ou un travail qu'on peut mettre en place ou une remise en question avant de vouloir se dire je vais punir mon chien. C'est-à-dire que c'est très humain de vouloir récompenser et punir. C'est-à-dire que par exemple, voilà, tu as un enfant, etc. Il fait une bêtise, on doit le punir. Il fait quelque chose de bien, on doit le récompenser. C'est des choses qui sont énormément drivées sur des choses qu'on va voir à la télé, sur des émissions, des choses comme ça. Et ça va être entretenu par pas mal de choses. Alors après, même si dans l'éducation des enfants, il existe des techniques, des méthodes qui permettent d'aller plus loin, comme les techniques Montessori sur les gamins qui permettent d'appréhender le monde d'une autre manière, moi j'estime que quand on travaille avec un chien, on vit avec une autre espèce qui n'est pas la nôtre, qui communique d'une autre manière, qui a des besoins spécifiques, qui a des patrons moteurs spécifiques. Et j'estime que ce que nous, on met en place pour nous humains ne peut ne pas forcément être logique pour ce qu'on voudrait mettre pour le chien. Et c'est vrai que la plupart de ma clientèle, c'est des cas de réactivité. Euh, et même si ça ne serait pas des cas de réactivité, je ne me vois pas punir un chien pour un comportement. En fait, si tu veux, c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand j'ai commencé en méthode positive, on nous apprenait qu'on pouvait utiliser certaines punitions dites du P-. Voilà, R plus P-. C'est-à-dire que Ouais. R plus, on ajoute quelque chose d'intéressant, P-, on retire quelque chose d'intéressant. Mais selon l'état émotionnel du chien, selon ce que tu lui retires, ton P-, il peut se transformer en P+, sans que tu t'en rendes compte. Ouais. Il y a toute une complexité Alors, derrière tout ça. j'en profite, c'est important que tu fasses cette distinction-là. J'en profite parce que ce qu'il faut comprendre aussi, et ce que je vois pas forcément beaucoup ressortir, c'est que la quantité de stress apportée à un chien, selon ce qu'on va utiliser comme étant régi par la théorie dans ce cadran-là, le niveau de stress chez le chien induit peut être complètement différent selon le chien et selon ce qu'on induit. C'est-à-dire que
Bah, sur un malinois super motivé à la nourriture ou aux jouets ou n'importe quoi, je prends un exemple comme ça, et ben exécuter une P-, c'est-à-dire retirer le jouet, retirer une friandise, retirer quelque chose de sympa, ça peut être beaucoup plus stressant pour lui qu'une P+, maîtrisée d'une certaine manière, apportée avec une certaine stimulation, etc. etc. Bah, Euh, dans la globalité, si tu veux, je suis pas pour le P+, mais j'estime que certains P- qui sont utilisés par certains éducateurs canins, selon la manière dont ils sont utilisés, de l'intensité et puis surtout de la problématique du chien. Admettons, tu as affaire à un chien qui a des problèmes d'autocontrôle, de gestion du stress, d'excitation. Si tu viens à créer, entre guillemets, voilà, une certaine frustration par le fait de retirer quelque chose d'agréable, comme tu disais, enfin voilà, comme on le disait, pour moi, cette valeur émotionnelle peut être tellement forte que aux yeux du chien, ça peut se transformer comme un P+. Le problème, c'est qu'il faut se dire qu'on n'est pas dans un monde de mousse et malheureusement, même si nous, on n'est pas responsable, des fois, il peut se passer des actions où on va faire un P+ involontaire euh, et que dans certains cas, ça va pas tuer ton chien de l'avoir fait, c'est une maladresse. Bon, si tu t'en rends compte, tu sais ce qu'il va falloir mettre en place pour réparer les erreurs. mhm. Mais si tu veux, je trouve que notre métier dispose assez de connaissances, d'outils et d'exercices qui nous permet de forcément trouver une solution pour ne pas passer par une punition. Et ne pas passer par une punition, ça ne veut pas dire tout laisser faire à son chien. Ouais. C'est-à-dire que lui apprendre à ne pas faire tel ou tel comportement, eh ben c'est de l'éducation canine. Tu vois, Ouais. les gens vont par exemple se braquer sur le fait qu'il faut pas dire non à son chien. C'est pas qu'il faut pas lui dire non, mais les gens, ils ne se font pas écouter par un non qu'ils vont dire normal. Ils vont se faire écouter. Tu vois ce que je veux dire? C'est Tu peux répéter l'intentionnalité du rapidement, non. on a eu un tout petit bug sur les dernières secondes. Tu peux répéter un petit peu, résumé, pardon. Ils vont pas se faire obéir par un non. Ce que je disais, c'est C'est un que petit peu coupé là. voilà, tu as des gens, par exemple, le non. Moi, je l'ai appris à mes chiens sur certains comportements, mais je le dis normalement. Je le dis, bon, non, tu fais pas ça. Non, tu fais pas ci. Non, tu fais pas ça. Mais parce que le non a été appris comme j'aurais appris un assis, comme j'aurais appris un coucher, comme j'aurais appris un rappel. Le problème, c'est que les gens sautent des étapes et ils vont se faire écouter par un non qui va être très ferme et très violent. Donc, ça va pas être un non comme ça va être un non. Tu Oui. vois, un non Qui qui induit vont déjà en fait appliquer. une punition positive par pression spatiale et sociale, etc. Ils vont indiquer à l'individu. Ils auraient pu gueuler fourchette ou salsifis, Oui, ça oui, oui. serait pareil. C'est-à-dire que c'est l'intentionnalité de ce qu'ils vont mettre en place qui va aller inhiber un comportement sur un instant T, sur quelques secondes, qui va amener l'arrêt du comportement du chien, mais pas parce qu'il aura compris, mais parce qu'il sera figé sur la situation. L'humain va croire à une réponse correcte de son ordre, sauf qu'il aura joué sur une intimidation involontaire ou conditionnée parce que les gens vont nous dire autour de nous, et Ouais. finalement ils vont obtenir un semblant de résultat qui n'en sera pas. Parce que finalement ils vont devoir répéter non toute leur vie et de cette manière-là pour se faire écouter. Et ils n'auront pas forcément l'aboutissement de ce qu'ils recherchent. D'accord. Je reprends un élément important que tu as mentionné là juste avant, c'est que tu as exprimé le fait qu'il y a toujours une solution pour approcher une problématique qui n'induit pas forcément du P+, qui n'induit pas de P+, pardon. Certains te répondront que la complexité de la mise en place et la technicité nécessaire pour réaliser cette solution est bien supérieure à une voie qui emprunterait un P+, maîtrisé et géré correctement vis-à-vis du chien. Si tu veux, souvent ce qu'on peut observer, Ouais, mais j'entends ce que tu et veux dire. Ouais. un des arguments qui peut ressortir, c'est le fait que, bah, ok, oui, on peut tout aborder sans P+, c'est assez vrai, et sans R-, mais la facilité de mise en place, la rigueur nécessaire, etc., sera beaucoup plus abordable pour la personne, le duo maître chien, propriétaire chien avec lequel on travaille, que de se passer de P+, et à ce moment-là prendre des chemins compliqués, longs, difficiles, techniques, et voilà, et pas évident forcément pour Moi, les gens. j'essaie Et donc c'est se d'expliquer aux gens, compliquer la si tu voie, veux, enfin voilà, tu as compris l'idée.
J'essaye d'expliquer aux gens justement que en fait c'est dangereux de penser comme ça et pour différentes raisons que je vais expliquer, c'est-à-dire que pour moi les méthodes bienveillantes, les méthodes positives, les méthodes qui nous permettent de mettre en place une structure d'exercice basée sur l'état émotionnel donc de l'humain et du chien parce que c'est un travail de binôme donc il faut pas non plus que je perde l'humain dans le travail. Si je perds l'humain, je perds le potentiel du chien. Si je perds le potentiel du chien, je perds le potentiel de l'humain. Donc c'est vraiment une coalition très serrée que je dois maintenir entre les deux. Je dois apporter du résultat et je dois pas aller trop vite non plus. Toi, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Cet après-midi, j'ai eu un cours d'éducation sur un berger allemand réactif congénère. J'ai mis en place ma structure de travail. En 20 minutes, on avait déjà un changement de comportement que les propriétaires n'avaient encore jamais vu sur leur chien en seulement 20 minutes. Donc, je sais que moi, première heure de cours va être là pour essayer de marquer des points et en même temps, il ne faut pas que j'en perde en allant trop vite. Ce qu'il faut bien prendre conscience, si tu veux, c'est que pour moi, un chien vit sa vie par mode associatif. Il va vivre des situations qu'il va mettre dans la colonne positive, des situations qu'il va mettre dans la colonne négative. Mais ça va se passer du début de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Si ça se passe bien, le chien va toujours aimer ce genre de situation, voire il va chercher à les recréer. S'il n'aime pas ces situations et que ça va dans la colonne négative, il va essayer de les éviter. Le problème, c'est que pour pouvoir les éviter, il faut qu'il communique. Encore une fois, pour moi, un chien communique à plus de 80-90% en non-verbal, par des signaux de communication qui vont se transcrire par des léchages de truffes, des détournements de tête, des bâillements, des je lève la patte, une activité de substitution, etc., etc. Il faut pas savoir non plus, il faut pas non plus les confondre avec d'autres états émotionnels parce que si tu veux, nous aujourd'hui on les connaît sous terme de signaux d'apaisement. Moi j'ai tendance à plutôt appeler ça des signaux de communication parce que j'estime qu'il y en a qui sont présents sur les phases d'excitation, de jeu, Ouais. de frustration ou autre. Le Donc on ne panel les de a pas communication forcément du que chien, sur ouais. les situations de stress en fait. Bien sûr. Et si l'humain s'en rend pas compte, si tu veux, de ces signaux de communication, on va avoir un chien derrière qui finalement va passer l'étape réflexe de défense dans son schéma logique, Mhm. où va y avoir la fuite, fige et agression. Sauf que notre manière de vivre va faire que dans certains cas, par exemple, moi, 80% des cas de chiens réactifs que je travaille, c'est des chiens qui vont être réactifs en laisse. Mais parce que certaines situations, on va les provoquer sans le vouloir indirectement et on va diriger notre chien vers de la réactivité. Ouais. Si notre chien il est en laisse et qu'il a une mauvaise expérience, la communication ne marchant pas, il va revenir dans ses réflexes de défense. Mais vu qu'il est en laisse, la fuite, ça ne marchera pas. Le fige, ça ne marchera pas. L'agression marchera direct. Et on fonctionne tous pareil. Face à une agression, on arrête le comportement ou on recule. Et là, le chien, je dis, putain, quand je fais ça, ça marche. Donc, je vais le réutiliser. Et c'est là où on va avoir un chien qui va vivre encore de multiples mauvaises associations parce que l'humain ne se sera pas rendu compte tout de suite. Donc, il va créer d'autres situations. Sur chaque situation, le chien va enregistrer. Ah, petite saut de connexion encore, ça va revenir. Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon, t'es revenu, ouais. Ouais, je disais en fait en fonction de toutes les situations que le chien va rencontrer, sur chaque situation, il va enregistrer des facteurs déclencheurs. Mais plus il va vivre des situations, plus il va engendrer des facteurs déclencheurs et du coup, on va se retrouver avec un tableau et plein de situations où le chien réagit alors qu'avant, il réagissait pas. Et il va réagir de plus en plus tôt et de plus en plus Ouais, violemment entre guillemets parce que oui, du c'est coup, on va entretenir ces la mauvaises répétition, associations. ouais, bien sûr. Donc du coup, je me suis un peu débordé, mais la question de base du départ, c'était quoi que tu m'avais posé? Parce que du coup, je me suis emballé dans la réponse. Ouais. En gros, c'était comme tu as mentionné que euh, on avait toujours une solution qui n'impliquait pas de P+, pour résoudre une problématique avec le chien. Et donc, Ouais. j'imagine sous-entendu que c'est la voie que tu vas emprunter et privilégier emprunter avec ton binôme Oui, voilà, je propriétaire-chien. me rappelle de ta question. La question, c'était la Certains, rapidité. Ouais. certains vont te dire, bah oui, mais la voie positive pour caricaturer, c'est-à-dire R plus P-, etc., est tellement sinueuse, compliquée, difficile et technique à appréhender, parce qu'il faut lire très efficacement le chien, il faut avoir des marqueurs hyper performants et que le chien a bien appris, donc ça demande un travail d'entraînement, etc. Parfois, certains peuvent dire que la voie du P+, pour caricaturer encore une fois, va être plus simple à aborder pour le propriétaire et son compagnon.
Et voilà. Et donc, du coup, pour répondre voilà, de manière beaucoup plus concrète, si tu veux, moi, je trouve que c'est dangereux de penser comme ça parce que il y a différentes raisons. La première, je trouve que finalement, d'utiliser des méthodes coercitives qui permettent d'utiliser le P+, vont aller jouer sur un mauvais état émotionnel du chien. On va aller choisir la facilité et finalement, on va demander qu'au chien de changer par rapport à des demandes qui sont purement humaines. Moi, si tu veux, le fait de travailler dans le monde du chien et d'en avoir, c'est une pure passion. Et je peux pas me dire dans ma tête à moi, en étant vraiment passionné, que pour vivre de ma passion ou la vivre correctement, il faut que je sois en conflit avec mes chiens. Je vois plus où est la place à la passion si je dois à chaque fois bourriner mes chiens pour obtenir des comportements. J'ai pas besoin qu'ils le fassent non plus pour me faire plaisir. J'ai besoin qu'ils se sentent bien avec moi. Donc pour moi, détenir un chien, c'est déjà vouloir chercher à vivre d'une manière qui n'est pas comme un simple client lambda qui n'a pas de chien. C'est vivre avec des choses qui vont changer. Tu vois, quand tu te mets en couple, tu changes ta vie de célibataire. Quand tu vas avoir un enfant, tu changes ta vie en couple. Avoir un chien, c'est changer sa vie, c'est prendre conscience qu'on veut inclure un individu supplémentaire dans notre vie, qu'on veut partager des moments avec lui, Ok. qu'on a conscience que il y a des règles humaines à suivre, mais je suis pas dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que si j'ai des choses qui m'est interdites ou compliquées à proposer à mes chiens, je vais préférer m'en priver et m'impliquer un peu plus dans ma relation avec eux parce que si j'ai décidé de les avoir, c'est que j'ai pris conscience avant que ma vie serait plus pareille non plus. Donc, les méthodes traditionnelles pour moi vont être basées simplement sur des attentes purement liées à des attentes humaines sans prendre en compte l'état émotionnel du chien, ses besoins fondamentaux, ses patrons moteurs et toute la bienveillance qui va autour de sa détention de vie au jour le jour avec nous. Et partir sur des méthodes bienveillantes, c'est prendre conscience qu'un chien a un état d'esprit, des émotions, des sentiments, des besoins fondamentaux, patrons moteurs, que chaque race est différente, que chaque chien va se comporter différemment parce qu'il y a le côté individuel, et que ancré dans notre famille, il va rajouter un membre supplémentaire avec qui on va amener un partage. Ça implique beaucoup plus un investissement humain. Il y a Ok. beaucoup d'idées reçues qui vont entourer tout ça parce que les méthodes bienveillantes sont très rapides dans le résultat. On travaille sur l'état émotionnel du chien. Donc tu vas plutôt Une guider fois qu'on a le, touché. tu vas plutôt guider la conduite du changement en fait sur les maîtres pour les motiver à justement prendre cette voie-là, on va dire, si on peut la résumer comme ça. En fait, je vais apprendre aux clients à connaître leur chien, à connaître la race de leur chien, mais aussi l'individualité de leur chien, à comprendre quand il leur dit des choses, ce qu'il veut leur dire, ce qu'il aime pas, et puis qu'ils prennent conscience que d'avoir un chien, ce n'est pas que pour ses propres besoins à soi, c'est aussi pour répondre aux besoins du chien. Ok. Et donc, et pour en revenir encore une fois, il y a beaucoup d'idées reçues qui disent que les méthodes traditionnelles vont plus vite. Non, elles vont pas plus vite. C'est très rapide hein, de casser un chien émotionnellement, d'avoir un résultat en détresse acquise ou en inhibition. Mon neveu de 8 ans, s'il veut le faire, il peut le faire, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de connaissances, il n'y a pas besoin de diplôme, il faut juste être un peu bourrin. Mais j'estime que de travailler sur l'état émotionnel du chien en méthode bienveillante, on va construire un résultat durable dans le temps, beaucoup plus que si on crée une bombe à retardement en traditionnel qui un jour mis dans les mains de quelqu'un qui n'a pas ses compétences de entre guillemets bourriner le chien va se faire bouffer la gueule à un moment donné. Parce qu'il y a toujours des situations comme ça qui arrivent. Que, en travaillant en méthode positive, on va influencer l'émotionnel, on va prendre le temps, on va aller au rythme du chien, on va accepter ce qu'il nous propose, on va accepter ses limites et on va y aller crescendo tranquille. Moi, quand je travaille avec mes clients, je leur dis souvent qu'on fait du 80-20. 80% du travail on le fait ensemble, 20% du travail ils le finalisent parce qu'il faut laisser le temps au temps. Tu peux pas contre-conditionner ou désensibiliser ou travailler avec d'autres outils un chien sur de la réactivité du jour au lendemain avoir du résultat alors que ça fait peut-être des années qu'il est ancré dans cette problématique et Ouais. qu'il y a amené une certaine routine. La Il notion de faut aussi répétition est faire changer importante. les habitudes des maîtres Ouais, si c'est on veut clair. faire changer les comportements du chien. C'est clair. Moi, pour donner mon point de vue sur la question du voix positive, entre gros guillemets, pour rentrer dans la caricature et P+, je trouve en fait qu'il faut être aussi bon dans l'un dans l'autre pour que ça soit pertinent. Euh, et, donc, euh, et donc ça demande voilà, autant de difficultés, je pense, de maîtriser correctement
une approche positive qu'une approche qui va inclure de la P+, et de la R-, et qu'ensuite il faut s'orienter vers les deux avec une préférence pour la voie positive au démarrage parce que c'est ce qui est le moins risqué entre gros guillemets. Mais la difficulté reste la même parce que la difficulté d'appliquer une punition correctement, elle est sous-évaluée, je trouve. Et du coup, aujourd'hui, on a des gens qui ne punissent pas correctement et qui, du coup, représentent le camp, entre guillemets, du traditionnel, comme tu dis, etc. Ouais, mais après, tout, ce qui est dommage, c'est pourquoi punir un chien de quelque chose qu'on lui a pas appris à ne pas faire. Oui, oui, Parce non, mais qu'il après, c'est. faut pas me raconter de char, tu vois. Souvent, les gens, quand ils punissent un chien, ils vont le punir pour quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Mais jamais, je n'ai jamais vu, au grand jamais, ces clients apprendre correctement que ce comportement, il ne fallait pas le faire. Ouais. Si tu Mais en apprends fait, à ton chien à faire ou à ne pas faire, tu n'as aucune raison de le punir. hmm, Je le truc, dis c'est pas que ça que vient ça ne peut pas arriver, c'est que mais ça, c'est c'est que ça vient en seconde partie, en fait. Si tu veux, enfin, moi, je le visualise un peu comme ça. C'est-à-dire, tu as tout le côté anticipation, où là, on va chercher à ce que ça ne se produise pas. Donc, déviation, donc besoin naturel du chien, comme tu dis, hein, sur l'activité, sur tout ça. Et ensuite, il y a la situation, si ça se produit, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a encore plusieurs solutions, hein, mais la punition positive rentre dans cette équation-là et peut être intéressante. Mais le problème que je trouve, que je vois moi aujourd'hui, que je repère dans l'éducation, c'est dans la manière d'appliquer justement ces punitions positives-là, qui je trouve n'est pas suffisamment recherchée, c'est pas suffisamment fine et pas suffisamment maîtrisée pour qu'elle soit pertinente. L'idée dans la comment dire la chose, c'est aussi que la punition positive n'est pas forcément liée à nous, au maître, et donc dans ce cas-là, est-ce que ça peut détruire la relation ou pas? La question se pose un peu plus parce que la punition positive peut tomber un peu du ciel, on va dire. Donc oui, on peut avoir derrière des comportements euh, superstitieux du chien qui va associer alors qu'on voulait pas, etc., etc. J'en avais discuté avec Maxime sur question d'éthologie dans notre radio Cabo. Mais enfin voilà, ça reste un sujet très vaste, mais je trouve que, en tout cas, En fait, la- si tu veux, moi, ce qui me dérange dans la punition positive, c'est que, encore une fois, si on repart du principe et qu'on a les vraies connaissances du chien au jour d'aujourd'hui, quand on sait qu'il vit sa vie par mode associatif, qu'est-ce qu'il va apprendre d'un P+, sur la situation? ah bah, Et ouais. j'ai un exemple tout frais, enfin pas tout frais parce qu'il a quelques années, mais j'ai quelques années, j'ai un client qui m'appelle parce que son Jack Russell devient agressif du jour au lendemain sur les enfants alors qu'il les adorait parce que, en fait, le gars habite à côté d'une école qui est grillagée, les gamins à la cour de récré viennent, sont super contents de voir le chien. Il n'y a jamais eu de mauvais comportement parce qu'au début, je me dis, OK, les gamins à côté, est-ce que ça s'est mal passé? Il y a eu une mauvaise association, puis que maintenant, il en devient agressif parce que les gamins ont jeté des cailloux, tiré les poils ou autre. Mhm. Non, tout se passait très bien. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le chien, il était tellement content, tellement excité quand ils arrivaient et tellement frustré quand ils partaient, qu'il jappait. Sauf que ça emmerdait les voisins. Et pour régler le problème d'aboiement, il a acheté un collier électrique anti-aboiement. Et le chien, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a associé quand il aboyait, enfin, Ah, ça a décharge. ressauté. Ouais. Quand il aboyait à Du la coup, décharge, c'est ça? ouais, en fait, ce que je disais, c'est que finalement, il n'a pas associé que quand il aboyait, il prenait une décharge. Il a Ouais. associé que quand les enfants arrivaient ou que quand les enfants partaient, il se prenait une décharge. Et du jour au lendemain, il voulait défoncer tous les gamins qu'il croisait. Ouais. Parce qu'on a utilisé du P+, sur une situation inadaptée qui Ouais. a créé une mauvaise association. Parce Tout que à les fait. chiens, ils vivent par mode associatif. Donc, le P+, un truc tout bête. Tu te promènes, tu es avec ton chien. À ce moment-là, il adore, par exemple, on prend l'opposé, il adore les enfants. Il y a des enfants qui jouent au loin. Finalement, tu essayes de travailler la marche au pied, tu lui mets deux, trois saccades, sauf que lui, il va en direction des enfants. Ça se trouve, il va encore une fois associer les enfants à la saccade. Ouais. Ça peut être vraiment plein de choses. C'est tout le C'est-à-dire que le problème des chien va prendre. superstitions. Et c'est pour ça que si on veut utiliser de la P+, pour moi, et si on veut utiliser de la P+, pour moi, il faut être super bon. Et il faut déjà être super bon en renforcement positif et en méthode positive globalement, avant de pouvoir piocher, pourquoi pas, des éléments là-dedans. Mais c'est le risque de la superstition et c'est un gros problème. Et ça se passe aussi en renforcement positif. Si le chien n'associe pas le mot du rappel, mais la main dans la poche au fait de revenir, bon du coup on a ce même problème là en fait mon chien ne connaît pas le rappel quand je l'appelle avec un signal, mais il connaît l'ordre main dans la poche égale croquette. Donc on a ces mêmes problématiques là dans le renforcement positif. Alors Ça attends, a...
Je suis désolé, je lisais quelques messages. Ouais, Je devrais peut-être intervenir sur certains messages. je vais, ouais, Maintenant, tu peux revenir un peu plus bas. on peut partir sur le chat aussi. J'ai bien aimé la question d'Étienne sur quelles sont les causes d'une réactivité excessive et surtout en faisant jouer ton expérience. Bah, c'est super vague comme question. Ouais, exactement. Com- comment T'as vu un peu comme t'as quelques années d'expérience, je vais remodeler un peu la question. Tu m'en voudras pas, Étienne. Est-ce que tu as vu une évolution peut-être sur type de réactivité ou la manière dont les chiens réagissent sur tes années d'expérience ou finalement c'est toujours à chaque fois nouveau, toujours à chaque fois différent? Alors, il y a toujours une part d'individualité qui est énorme à Évidemment, prendre en bien compte sûr, bien parce que sûr. chaque cas est différent et qu'il faut pas s'arrêter au cas du chien, il faut s'arrêter aussi à quelque chose de plus global, la motivation des clients, leur environnement, leur disponibilité, la volonté de vouloir résoudre la problématique. Des fois, je peux avoir des problématiques que j'estime moi très très lourdes, très très dures, mais ayant des clients motivés, finalement, ça va aller aussi vite qu'un cas plus léger que j'aurais estimé sur un autre cas. Et des fois, j'ai Mhm. des cas qui, pour moi, sont légers, mais qui finalement prennent un temps phénoménaux parce que y a un manque de motivation de la part du client derrière à résoudre la problématique et à s'investir dans le travail. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a toujours, j'arrive toujours à estimer avec chaque chien combien de temps ça peut me prendre une fois que j'ai fini mon bilan comportemental avec. Ouais, tout à fait, ouais. Puis comme c'est du vivant, bah souvent ça arrive de Donc, se il y a tromper. cette partie d'expérience qui me dit je sais en combien de temps je peux la travailler. Il y a cette partie d'individualité qui peut tout remettre en cause. Mhm. Donc, après, avec le temps, forcément, j'ai pris en expérience, j'ai pris en confiance, j'ai peaufiné mes techniques, j'ai peaufiné mes approches. Je trouve que, par exemple, un travail que je fournis en 5 ou 6 heures maintenant, c'est un travail que je pouvais faire avant en 10 heures. J'ai peut-être gagné 4 heures de travail quand j'ai commencé à maintenant. D'accord, ça marche. Sur le cas sur le texte de Cyril pardon, dans le chat, c'est une mauvaise association du chien avec le collier, effectivement, et d'où le point d'honneur que je mets à si on veut utiliser de la P+, il faut être super bon. Il faut être super bon parce que les erreurs qu'on va faire là-dedans vont causer plus de dégâts pour moi, d'après ce que je me suis fait de mon expérience, que sur du renforcement positif. C'est pour ça qu'il faut être bon, il faut être très bon. Et il y a moins de droit à l'erreur là-dedans parce que les dégâts peuvent être plus importants, de la même manière que les bénéfices, je pense, peuvent aussi être plus importants. C'est un problème Ce qui, d'association, moi, ouais. qui me dérange dans la punition, si tu veux, c'est ce côté. Tu vois, par exemple, tu prends quelqu'un qui a des chiens en parc et qui met une clôture électrique pour pas qu'ils sortent. Mhm. Tu peux pas résoudre la problématique en sortant ton chien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu vois où après, on est c'est dans un monde de trop un monde contraintes aussi, donc de, enfin sur la c'est trop clôture, un monde de facilité d'investissement. Moi, je pars du principe que d'avoir un chien, c'est pas donné à tout le monde et qu'il y a une part d'investissement à prendre en compte. Après, je peux ouais, ouais, comprendre c'est que clair. certaines choses nous mettent en colère, qu'on peut s'énerver sur certains moments parce qu'on est humain à cause du stress ou d'autres situations. Mais moi, les peu de fois où ça m'est arrivé, je me mets une claque derrière les oreilles et je répare la boulette que j'ai fait. Mhm. Non, non, c'est clair. Parce que je dis pas que ça m'est jamais arrivé, je suis humain, je suis comme tout le monde, j'ai mes faiblesses, mais j'essaye de ne pas partir là-dedans parce que Ouais. c'est pas judicieux, ça peut être très catastrophique sur les associations. Le problème, c'est que les gens qui sont pas dictés pour prendre sur eux, qui ont de la patience et pour utiliser des dispositifs, ils vont prendre. Ah, on t'a encore t'es un figé encore. On va te retrouver dans pas longtemps. Voilà, ça devrait pas tarder. Ça va peut-être être un bug un peu plus long. On va voir. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, t'es revenu, ouais. Je me suis perdu. Merde, qu'est-ce que je disais? Je disais, On était sur une merde, je clôture me rappelle électrique et plus. que effectivement une des solutions pourrait être de sortir le chien et je te rejoins là-dessus. Ouais, C'était mais un j'étais exemple. parti sur autre chose, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être après. Je voulais juste rebondir sur un message là que j'ai vu. Je voudrais le lire et rebondir un petit peu dessus. Ouais, C'était Yako.
je vais te le retrouver. Alors, je peux le retrouver moi de mon côté. Tac, tac, tac. Oui, c'était un peu plus ne sert pas à apprendre, mais à éteindre et rediriger le chien vers un apprentissage acquis en amont. Il faut éviter les caricatures. Bon, c'est la petite dernière phrase. Euh, Et c'est mais là le voilà, problème, c'est que le le P. P+, pour cette personne, le P+, est censé arrêter un comportement. Ouais, Mais comme le cas du Jack ou comme le cas d'un autre chien, il peut aussi malheureusement apprendre une mauvaise association et aller dans des retranchements qu'on ne veut pas aller. Donc, si c'est une personne qui aime utiliser le P+, qui sait l'utiliser correctement, ne pas créer de mauvaises associations, après c'est une question d'éthique. Si dans sa vie il aime bourriner son chien, c'est son problème. ouais, mais alors Malheureusement, c'est pas bien. comment dire, faut qu'on s'entende aussi sur la notion de P+, parce que si on l'aborde d'un point de vue théorique, c'est une conséquence désagréable qui réduit la fréquence d'apparition d'un comportement. Donc, une conséquence désagréable, c'est pas forcément en mettre une au chien, quoi. Tu vois, on peut trouver Non, tout mais un c'est tas de le conséquences raccourci. désagréables qui sont ni violentes, ni douloureuses, ni etc. etc. D'où l'idée Comme quoi? de devoir être super bon dans cette notion-là pour trouver le niveau d'intensité, je vais le résumer comme ça, minimum nécessaire pour arrêter le comportement. Et c'est là où on commence à réfléchir vraiment comment dire, dans quel cas on doit l'utiliser, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, sur tel chien, qu'est-ce qui va marcher mieux, etc. Et comment j'utilise l'aversif minimum auquel je peux arrêter un comportement si je veux utiliser un P+. Et dans l'arbre de décision, du coup, il y a est-ce que je veux utiliser un P+, oui ou non, et chacun fait son choix en fonction de ce qui lui convient et de la situation qu'il veut résoudre. Si oui, donc sinon, bah, il y a des solutions, hein, pas de problème. Si oui, eh bien, pour moi, je me pose la question derrière, quel est l'aversif minimum que je pourrais utiliser pour stopper ce comportement-là? Et il y a des prérequis qui vont être bah, que le chien sache faire autre chose, donc un comportement alternatif, euh, et que la P+, fonctionne aussi. Alors c'est bizarre de dire ça, mais combien de fois on voit des gens gronder leur chien et que le chien il n'arrête pas le comportement? Bah là c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'on croit que les gens appliquent une P+, à savoir ils grondent leur chien, et on les voit dans des états émotionnels pas possibles, avec une attitude corporelle et tout ça pas possible, donc c'est très dommageable. Et le chien qui n'arrête pas le comportement. Donc non seulement on met une pression monstre, parce que la quantité d'intensité souvent est trop élevée, parce que les gens ont du mal à maîtriser dans ce truc-là, et c'est normal, il faut leur apprendre. Et d'autre part, ça fonctionne pas, parce que on gronde le chien dans certaines situations, et il nous aboie dessus, ou il se met à nous mordiller, ou il nous saute dessus, enfin bref, il n'arrête pas le comportement pour lequel on voulait l'arrêter. Donc pour moi, si on veut utiliser de la P+, c'est l'aversif minimum à partir duquel le chien arrête. Et donc dans ce cas-là, bah, Désolé, ça y a- coupe trop, j'ai pas entendu ce que tu as dit. d'accord. Donc pour résumer rapidement, l'idée, si on veut utiliser de la P+, mais encore une fois, il y a d'autres solutions possibles, c'est quel est l'aversif minimum qui va faire arrêter le comportement. Et ça a ni besoin d'être douloureux, ni besoin d'être violent, ni besoin d'être dangereux, ni besoin de toucher à l'intégrité physique du chien. Enfin voilà, ces trucs-là. Et il n'y a pas besoin aussi que ça soit nous, forcément, que le chien comprenne que ça soit nous qui l'appliquons. Ça va dépendre aussi des situations là-dedans. Ah, mais du coup, ça s'appelle plus un P+, c'est un essai-erreur. Alors j'ai du mal avec cette histoire d'essai-erreur. S'il y a... Alors, par contre, juste, je voulais rebondir sur Ouais, sur un message. vas-y. Cyril, de Cyril Pelafinet, Ouais. il est en. Alors, c'est un peu flou pour moi. Ça te dérange pas si tu le lis? Ouais. Il en est de même, c'est ça pour le début du message. Ouais, ouais. Il en est de même pour une saccade, si elle est mise au bon moment, elle sert à interrompre un mauvais comportement, chien réactif congénère par exemple, et il est tout à fait possible d'apprendre au chien que s'il se tient bien, il peut aller voir le congénère, donc il ne l'associera pas au congénère, mais à son comportement non souhaité. Ouais, c'est un peu bizarre parce que si le chien, du coup, là, il me met l'exemple du chien réactif congénère. S'il se Ouais, déclenche à distance, moi, je l'amène pas voir le chien, même avec un coup de saccade. ouais, c'est sûr. Je pense que ce qui veut soulever à mon avis, et c'est un des enjeux du problème du problème de la difficulté plutôt que le problème de la difficulté de la punition et de son application en P+, enfin de la P+, c'est que le chien fasse l'association entre quel comportement on veut que nous, il comprenne que c'est pour ça qu'on lui applique la P+, et l'utilisation de la P+. Dans le sens où, là où certaines personnes pourraient dire, bah, mettre un coup de saccade au chien en présence d'autres chiens, s'il réagit, bah, il va voir l'autre chien et du coup il va associer la saccade à l'autre chien et donc il va encore moins aimer les chiens, il va être encore plus réactif.
c'est possible et ça arrive, et c'est un problème quand c'est fait comme ça. Et là, le commentaire de Cyril qui nous dit oui, mais si le chien comprend que c'est parce qu'il aboie, ou il tire sur la laisse, ou il grogne, ou il machin, ou il truc, selon le comportement, bref, si c'est parce qu'il y a son comportement envers le chien qui a la saccade, si le chien comprend cette association-là, et ben du coup, il va savoir que c'est parce qu'il fait ce comportement qu'il a la P+, et donc s'il l'éteint, il pourra obtenir ce qu'il veut, à savoir aller voir le chien ou ce genre de choses. Mon problème là-dedans, quoi qu'il arrive, c'est le coup de la saccade. Je finis sur Cyril. Mon problème là-dedans, c'est un peu le coup de la saccade, où là, on rentre du coup, pour moi, dans les aversifs que je n'aime pas employer parce que je considère pas propre par rapport à moi, ou c'est pas le genre d'aversif que je pourrais utiliser pour appliquer une P+. C'était la petite conclusion. Ouais. Ouais. Après, tu vois, par exemple, pour en revenir sur le cas de Cyril, je comprends sa façon de penser, ce qu'il met en place, mais c'est là où, pour moi, le côté avoir une boîte à outils complète me fait changer d'outil, parce que je suis d'accord avec le message de Claudine, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais être sûr que le chien va faire les bonnes associations, du coup, c'est mieux de travailler autrement. Je suis d'accord avec elle, c'est-à-dire que ce pourcentage de risque de mauvaise association, pour moi, je l'estime trop grand. Et en plus, ça me fait utiliser des choses que personnellement, qui font pas partie de mon éthique et qui me correspondent pas. Donc, ça va plus loin qu'une méthode de travail. Ça va dans le côté éthique. Après, voilà, ton chien, il tire parce qu'il veut aller voir le chien d'en face. Ok. Sur mon bilan comportemental, je me serais renseigné pour savoir s'il voit assez de congénères, si ses besoins fondamentaux sont répandus, si ses patrons moteurs sont répandus. Mais... Et je travaillerais peut-être sur ce chien au lieu de faire la saccade, les autocontrôles. Tu vois, il y a toujours deux solutions à un problème. L'approche globale est en fait complémentaire à une potentielle réflexion autour de l'utilisation d'une P+. Et je mets plein de conditions là-dedans. Parce que effectivement, savoir si le chien est sociable avec les autres chiens, savoir s'il en a croisé, quelles ont été ses expériences et tout ça, ça doit rentrer en compte aussi. Même si on veut utiliser une P+, ça doit aussi rentrer en compte. Et c'est là où c'est important. Il y a Étienne qui nous dit qu'il se met à la place des gens qui sont pas trop habitués à notre jargon et ils doivent pas être à l'aise. Alors peut-être bien Étienne, mais c'est un petit peu l'idée du podcast aussi et de l'émission, c'est de faire un truc un peu plus orienté pour du professionnel ou pour des gens un peu initiés au monde canin. Donc si on jargonne un petit peu, c'est vrai que bon, des fois ça peut être un peu relou, je comprends. Faut parfois redéfinir des mots, mais l'idée c'est que si on a des mots justement pour définir des notions, c'est pour les utiliser entre nous et arriver à avoir une communication un peu plus claire pour rentrer dans les détails. Après, s'il faut les expliquer, on les explique, il n'y a pas de... Oui, sans problème, vous pouvez mettre des messages pour nous demander d'expliquer sans problème. Il y a Freddy qui te fait une bise et qui soutient ton travail. Merci Freddy, pour Jérémy, c'est sympa. Est-ce que tu veux parler un peu des outils justement, tu as mentionné ta boîte à outils. Alors, comment tu te les construis? Quelles sont tes approches en fait des outils en général et tout Alors, ça? des outils, c'est pareil, il y en a plein. Moi, ce que je vais considérer dans mes outils, ça va être tout ce que j'ai pu voir et apprendre au long de ces années, mon expérience personnelle et mon expérience professionnelle, donc mon expérience à moi avec mes chiens et mon expérience en tant que pro avec mes clients en termes de suivi. Ça m'est arrivé de me casser la gueule, ça m'est arrivé d'avoir des fait de continuer un petit peu à se former, d'aller voir d'autres choses, j'ai réussi justement à me dire putain, j'ai jamais pensé à ci, j'ai jamais pensé à ça. Ah, t'es revenu. C'est bon, tu me reprends? Ouais, nickel. Ouais, je disais donc du coup c'est venu compléter, c'est-à-dire le fait d'aller voir des gens, de parler à des confrères. C'est encore bugué. Ouais, mais ça, là c'est bon. T'es revenu, ouais. T'es revenu rapidement. Ok. Je disais le fait d'avoir vu des confrères, des conférences, des choses comme ça, c'est déjà ça, ça fait partie de ma boîte à outils. L'expérience perso, l'expérience pro, le fait de si j'ai pas la réponse, j'appelle des collègues et puis on va en discuter pour voir s'ils arrivent à comprendre ce que je vis sur la situation et qu'on s'échange des idées, des choses comme ça. Je trouve que le métier d'éducateur canin, c'est aussi un métier qui nous permet d'être ingénieux, de construire et de fabriquer soi-même des exercices, en tout cas pour ma part, qui vont aller refléter ce que le client vit dans la vie de tous les jours pour aller le travailler. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé, je travaillais beaucoup sur mon terrain d'éducation et maintenant, je dois quasiment jamais y être, à part sur mes phases d'observation, parce que j'ai une phase d'observation
informations sur les cadres d'activité que je fais sur mon terrain pour sécuriser la situation. Après, il y en a une qui se fait à l'extérieur. Mais finalement, sur mon terrain, j'y suis quasiment plus. C'est juste un panneau publicitaire. Moi, je vais bosser chez les gens, je vais bosser en extérieur. J'ai besoin de me confronter à ce que les gens rencontrent tout en respectant la zone de confort du chien pour ne pas le déclencher et apporter à mes clients des outils qui vont leur permettre de pouvoir réagir dans les moments positifs comme dans les moments négatifs des situations qu'ils vont vivre avec leur chien. Ça marche. Donc, si tu veux, j'ai un panel d'outils qui est énorme. Des fois, je vais utiliser très rarement parce que j'estime que je suis pas assez pédagogue dessus, mais dans certains cas, je vais utiliser le clicker, mais j'estime que le client doit avoir une connaissance du clicker très approfondie avant de le gérer parce que sinon, ça peut vraiment partir en cacahuète au niveau du timing. Ça m'arrive d'utiliser des contre-conditionnements, ça m'arrive d'utiliser des désensibilisations graduelles. Je vais utiliser différents outils ou différentes approches, comme une désensibilisation à la tuerie de Rugas aussi, qui vont me permettre de pouvoir utiliser la longe, la distance, les croisements, les parallèles, les zones de confort. En fait, c'est très individuel et en même temps, j'essaye de suivre certaines grandes lignes dans certains moments quand je peux le faire. Ok, ça marche. Je rebondis un petit peu sur le chat. Alors, Raphaël Pain qui me dit qu'il est top ce journaliste. Alors, je ne suis pas journaliste du tout, hein, je fais ça, je fais éduc avant tout. Ingénieur, parce que j'ai été diplômé cet été. Tiens, si tu veux, tu pourras dire ingénieur. Il pose des questions, il fait les réponses, j'adore. Et bien écoute, je serais ravi de te proposer un entretien pour une émission. Voilà, ça me ferait plaisir de discuter avec toi. Donc, si tu entends ce message, eh ben, n'écoute pas. Pardon, non, si tu entends ce message, on peut prendre contact évidemment. J'ai eu un petit bug. Quand c'est pas l'informatique, c'est l'humain. Ça me ferait plaisir, ouais, c'est ça. Ça me ferait plaisir d'échanger et puis voilà, ça peut être chouette. L'idée c'est que voilà, tout le monde puisse parler, donner son avis et tout ça. Et puis heureusement qu'il y a des gens pas d'accord parce que sinon ça serait quand même bien plat comme truc. Donc l'idée c'est de pouvoir s'exprimer tranquille. Paf, paf, paf. Oui, tu as aussi cette expérience d'éleveur, c'est ça? Alors, je sais pas si c'est toi qui fais l'élevage, plutôt ta Ouais, c'est vrai compagne, que j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais je suis éleveur C'est un bon, avec. comment dire, un bon panel d'expérience à avoir sur l'élevage, ouais. Ouais, en fait, je suis pas le seul à être éleveur. Ma compagne l'est avec moi. On est deux à gérer l'élevage, un petit élevage de 7 reproductions, pas forcément tous les ans ni à chaque chaleur. Ok. T'as entendu quoi? Non, on a eu 7 femelles reproductrices qui reproduisent pas forcément à chaque chaleur. Je crois qu'on a à peu près suivi ça. Ah, et c'est pas évident d'échanger. Oh, bah, Raphaël, tu peux faire un monologue Ni sans forcément à problème. chaque année. Ça me pose pas de soucis. L'idée c'est de donner la parole avant tout, donc après. Ouais, on a eu des petits sauts. J'en ai. Et du coup, je fais du Golden Retriever et de l'Akita américain. D'accord. Voilà. C'est les deux races, ça sera les seules deux races que je ferai parce que j'estime que pour pouvoir faire son boulot correctement, faut pas avoir trop de chiens ni trop de races pour les connaître parfaitement, pour vivre avec, pour bien les conseiller, leur trouver des bonnes familles, les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Pour nous, c'est important et pour pouvoir le faire raisonnablement, on peut pas le faire avec la quantité. C'est pas, ça va aussi dans le côté bien-être animal pour nous. C'est-à-dire que si on produit, on doit avoir ce temps pour chacun de nos clients, chacune de leurs demandes, et on doit être présent tout au long de la vie du chien parce que notre boulot, il s'arrête pas à la vente, Ouais. il s'arrête au-delà de la vie du chien dans les accompagnements qu'on peut fournir avec nos clients. De la même manière que l'éduc est souvent un métier passion, l'élevage devrait l'être. Malheureusement, dans tous les métiers, tu vas avoir des bons, des mauvais, mais au-delà d'avoir des bons, des mauvais, t'auras des personnes qui vont être là pour les mauvaises raisons. Et c'est les mauvaises raisons qui viennent ternir l'image d'un métier. Ouais. Après, bon, si tu veux rajouter quelques mots sur l'élevage, on n'aura pas forcément le temps de développer, mais je sais que autant au niveau structure qu'au niveau organisation et développement du métier, on va dire, il y a un peu ce flou-là aussi avec la notion d'élevage familial qui en fait n'existe pas, voilà, de vente de chiens qui se vendent en fait un peu partout et qui sont pas forcément
correctement Bah, c'est pareil, encore une fois, tu vois, équipé, c'est quoi. c'est l'utilisation des mots qui va faire que les gens vont apporter de l'importance ou non à un travail. Toi, par exemple, moi, je suis déclaré professionnel dans l'élevage de chiens Mhm. parce que j'ai décidé et c'est pas l'élevage de chiens qui me fait vivre, hein, loin de là, c'est l'éducation canine. Et j'ai envie de te dire que l'élevage de chiens a tendance plutôt à descendre mon chiffre d'affaires que plutôt à le monter. Je ne serais qu'éducateur canin, je me porterais bien mieux d'un point de vue portefeuille. Ce D'accord. que je veux dire par là, c'est que c'est une réelle passion qui m'anime. Et ce travail d'éducateur canin m'a permis de développer mon travail d'élevage de manière beaucoup plus poussée. Ça a changé toute la dynamique de ma vision de l'élevage dans les conditions de détention et de travail, de stimulation du cortex cérébral du chiot, pour le travail du podotactile, le travail de manipulation, d'habituation, de généralisation. On a suivi un programme avec Sandra qui s'appelle Pupiculture. C'est un programme américain qui nous fait garder nos chiots entre 10 et 12 semaines sur un protocole de socialisation très complet, très intéressant, qui nous permet de gérer un travail de gestion, de protection de ressources, de proprioception, et qui nous permet d'avoir des chiens qui soient vraiment top de chez top dans leur patoune. Et on a un retour de la part de nos clients qui est radicalement différent de ce que je pouvais faire avant en termes de travail. Donc c'est une implication de tous les jours. C'est un travail qui est monstrueux, qui est conséquent, qui est un chiot ou qu'on ait 8. Le travail est le même et on ne se doit de ne pas lâcher pour le faire correctement. Euh, et ça, tu vois, j'aurais pas passé ces diplômes d'éducateur canin, j'en serais pas là où j'en suis au niveau élevage. D'accord. Il y a Étienne Clairement, qui demande quelle race. C'est Golden Retriever et Akita américain, c'est bien ça? c'est ça, ouais. Exact, ok. Euh, donc ouais, évidemment que ça rentre dans la compréhension et l'approche globale du chien, hein, de la même manière que sur des éducs qui peuvent faire du sport canin à côté, d'autres types de pratiques, ou être passé par exemple par de l'éducation pour du chien guide d'aveugle ou pour ce genre de discipline. L'élevage est extrêmement important, et il y en a qui le mettent aussi beaucoup en avant pour garantir un espèce d'avenir du chien meilleur, parce que c'est vrai que peut-être que, et encore je sais pas ce qu'il faudrait faire dans ce domaine-là, je connais pas plus que ça. Euh, Comment dire, l'idée ça serait d'améliorer l'élevage pour que le boulot d'éduc derrière soit moins laborieux, ou qu'il y ait moins de cas plus graves, ou qu'il y ait ce genre de choses, donc Bah, c'est le complémentaire problème, dans c'est l'idée, que quoi. les gens ne réagissent peut-être pas comme on voudrait, nous, professionnels, éducateurs canins, l'entendre. C'est-à-dire que pour moi, à la base, alors attends, il faut que je branche l'ordinateur avant qu'il se coupe, il n'y a plus de Ouais. batterie. Et ça, alors ça soulève, j'anticipe peut-être, hein, ça soulève peut-être aussi une notion, et que moi il m'arrive de croiser en clientèle, c'est le rapport de l'investissement entre nous professionnels et le client. Euh, et je sais pas si j'ai, Excuse-moi, je ouais, branchais, tu me disais? j'ai peut-être trop anticipé ta réflexion, mais ça me fait penser à cette notion-là que je trouve intéressante, c'est l'investissement de nous professionnels, alors moi pour l'éducation uniquement, toi pour l'éducation et l'élevage, notre investissement qu'on met, que ce soit dans les chiots ou dans l'éducation, par rapport à l'investissement du client. Euh, et c'est vrai que parfois, Alors, voilà, on non, peut. j'allais pas en arriver là. J'allais tout simplement dire que le problème de l'éducation canine, c'est que l'éducation canine a perdu de sa valeur, tout simplement parce que les gens ne viennent pas nous voir quand ils ont acquis un chien, ils viennent nous voir quand ils ont des problèmes avec un chien. Donc, Ouais. on n'est plus des éducateurs canins, on est rééducateurs canins. Mhm. Ils attendent que le problème soit là, qu'il s'installe et qu'il Ouais. perdure avant d'arriver au point de non-retour pour qu'on puisse le travailler. Enfin, dans la plupart des cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui viennent quand ils ont acquis le chiot, mais l'éducateur canin devrait être la continuité du travail de l'éleveur Mhm. à la base. Donc, on serait censé normalement rencontrer nos clients avec limite zéro problématique. Ouais. Oui, À sur la base, le. pour leur apprendre à se comporter avec leur chien, quoi faire, à quel moment, sur quelle intensité, de quelle manière. Mhm. Le Ouais, tout à problème, fait. c'est que finalement, je pense que l'accessibilité à un chien en France, elle est énorme.
et que entre ceux qui font correctement leur boulot et ceux qui ne le font pas, on va avoir des gens peu scrupuleux qui vont lâcher leur chiot dans les bras de n'importe qui n'ont pas les financements, ni le temps, ni la patience, ni l'amour de s'investir correctement envers son chien. Ouais, tout à fait. Il y a François Martin qui apprécie apparemment le programme Puppy Culture. Ça a l'air d'être peut-être un petit peu connu. Je sais pas, je connais pas du tout ce truc-là. Mais apparemment, ouais, ça a l'air d'être apprécié. Si l'éleveur fait bien son travail, oui, Étienne est très travail d'éleveur. Alors il est éleveur aussi et éduque, hein. Mais il met un point d'honneur à ce que le travail de l'éleveur soit fait correctement. Ah bah ça, C'est- sur mes bilans comportementaux, quand je travaille avec mes clients, je suis un vrai rapace là-dessus. C'est-à-dire que je regarde souvent les papiers de mes clients pour me rendre compte s'ils se sont fait bananer ou pas, si les papiers sont cohérents avec une vente légale, Mhm. qu'ils ont bien fourni les papiers d'information. Et je ne veux pas te mentir, hein, franchement, si je rencontre 1% de ma clientèle où il y a eu un travail d'éleveur derrière qui a été fait, franchement, c'est magique, hein. Ouais, 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 c'est clair. Donc, je m'estime pas le meilleur, je suis loin d'être prétentieux là-dessus, mais à un moment donné, le travail de l'éleveur, c'est aussi basé sur le comportement des chiots qu'on produit. Donc, si c'est juste produire des chiots, les vendre, ça sert à rien. Sortez du monde de l'élevage, quoi. Le métier d'éleveur de chiens, c'est une passion qui va nous rassembler autour d'une race de deux ou de quelques-unes, Ouais. qui va vouloir nous permettre de la mettre en avant, de la respecter et de la soigner correctement sur les tests de santé à avoir, d'améliorer la race avec un gage de qualité pour une amélioration de la race, pour le bien-être. C'est pas que je n'aime pas les chiens croisés. Mm. J'ai une croisée malinoise à la maison, c'est ma poupinette, je l'adore, c'est ma chienne d'amour, j'ai aucun problème là-dessus. Mais j'adore juste le Golden Retriever et l'Akita américain. J'ai décidé de faire mon boulot correctement en faisant du chien pure race, tout simplement. Ouais. Tout simplement. Et après, donc l'idée c'est d'arriver à encourager l'élevage passionné et à réfréner, diminuer ou mettre un petit peu des Ah, il barrières faudrait carrément, sur de l'élevage carrément. usine, enfin sur de l'élevage usine. Comment dire, Moi, je pense que la ce quantité genre n'est pas de, forcément un paramètre important justement. L'idée c'est de trouver les paramètres qui vont faire que on ait de plus en plus d'élevage passion qui soit euh, fait correctement et le moins mais possible. l'élevage ne devrait être que passion à la base. Ouais, Je pense qu'on a laissé la porte trop ouverte sur une nomenclature et un suivi de ce métier trop facile d'accès sans connaissance et sans maîtrise du métier, avec des protocoles qui finalement aujourd'hui ne maintiennent en vie que les exploitants et les fermes d'élevage et font mourir tous les ouais. Tous les particuliers si je... passionnés. Ouais, les passionnés. Ça marche. Après, reste à savoir comment on met en place quelque chose comme ça. Et ça pourrait nous emmener sur le sujet de... Alors, bon, pour l'élevage, je connais pas bien, mais pour l'éducation en tout cas, sur le fait de porter la voix de l'éducation canine en France et la reconnaissance du métier. Euh, je sais pas si tu as un avis un petit peu sur cette chose-là, sur la Euh, structure du métier d'un point de vue étatique, sur toutes ces choses-là. le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est pas hyper bien organisé de base. Je pense que si on voudrait partir sur des bonnes bases et partir sur des choses intéressantes, il faudrait commencer par le commencement, qui seraient les centres de formation. C'est-à-dire que maintenant, tu en trouves de toutes les couleurs, de tous les goûts, de tous les univers. Alors, je dis pas que c'est pas intéressant d'aller découvrir des choses différentes, mais finalement, on nous laisse croire que pour entrer dans ce métier, c'est cette méthode qui est la mieux qu'une autre, ou ci ou ça. Euh, des discours qui sont trop les uns contre les autres, ça ressemble plus à une guerre qu'à un combat ensemble, en fait. Euh, donc, finalement, tant que chacun ne mettra pas un peu d'eau dans son vin ou que on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur, entre guillemets, une ligne plus ou moins cohérente de savoir sur le chien et de renouvellement de connaissances, on en restera toujours à s'affronter sur nos convictions, ce Ouais, qui est une grosse perte de temps pour nous et pour nos clients. ok. Et donc tu penses que d'aborder la chose sur le côté formation serait pertinent?
Tu penses que c'est l'approche Je qui... pense, en fait, Mais c'est hyper large c'est après, hein. compliqué quand Ouais, même comme question. C'est c'est un peu, hyper large. il y a tellement de choses à voir, c'est-à-dire qu'il y a une globalité, il y a des choses à revoir chez les vétérinaires, il y a des choses à revoir chez les éleveurs, il y a des choses à revoir chez les éducateurs. La loi nous fait croire qu'elle va dans notre sens et puis finalement elle nous met plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. On a cette impression qu'elle soutient beaucoup plus euh, justement les choses qu'on cherche à éviter, comme par exemple dans l'élevage, les élevages usines. Aujourd'hui, au niveau de leur réglementation par rapport à leurs pénalités, un élevage usine qui se fait contrôler, qui n'est pas aux normes, a largement de quoi payer ce qu'il demande et de continuer à subsister par leur côté usinage. Mm. Que, à contrario, tu vas chez un passionné qui a des difficultés à suivre toutes les normes parce qu'il faut voir aussi lesquelles elles sont, ces normes-là qui, entre guillemets, on va pas se mentir, elles sont impossibles à respecter de A à Z, du début à la fin pour n'importe quel éleveur. Mais qui, celui-là, vu qu'il ne rentre pas de pognon pour l'État ou pour les différents organismes autour de chez eux, vu que c'est pas une grosse structure, si on le fait sauter, c'est pas grave. Tu as la DDPP qui débarque et tu n'as plus personne. Alors, je dis pas, hein, il y a des élevages qui méritent fermeture, hein, Mm. clairement. Hein. Mais j'estime qu'il y a beaucoup d'élevages de passionnés qui ferment à cause des lois et des nomenclatures qu'on doit suivre, alors que finalement les fermes d'élevage qui ne respectent rien et qui sont subies à amende sur amende, finalement ont largement les moyens de pouvoir les payer et de continuer leur magouille. Ça marche. Le message est clair. Ça va faire bientôt 1 heure qu'on est en live. Si tu veux qu'on prenne une dernière question, peut-être rapide, pour conclure Ouais, bah, là-dessus, ou si tu veux conclure sur une idée ou quoi que ce soit, je t'en prie. Sinon, on attend que dans le chat, vous nous envoyez des petites questions ou des sujets. Si je devais conclure quelque chose, je dirais, vu que... Ah oui, j'ai une autre question, pardon, après. Ouais, vas-y, je ferai ma Non, conclusion après. ok, ouais, ça marche. Non, bah, c'est justement la conclusion assez classique de ces émissions-là. Dans l'idée, si tu devais, c'est encore une fois hyper large, hein, hyper vague. L'idée c'est d'être assez concret. Si tu devais, il y a un jeune qui démarre et qui te dit je veux devenir éducateur canin ou je veux devenir éleveur. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces jeunes-là, dont moi je pourrais faire partie en fait, hein, pour se lancer? Alors, les conseils que je pourrais donner, c'est de ne pas brûler les étapes, de pas vouloir aller trop vite, parce que on a beau s'enrichir de connaissances, de formation, il y a une partie d'expérience qui est très importante, aussi bien pour l'expérience du terrain, mais que pour l'expérience à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut se faire confiance, il faut des fois se faire un peu violence, entre guillemets, à soi Mhm. émotionnellement pour pouvoir avancer. Il faut rester accroché, il faut savoir faire abstraction de certaines choses sur les réseaux sociaux, sur ce que les gens pensent de nous. C'est un métier comme plein d'autres métiers, je pense, qui est très dur émotionnellement parce que du moment où on est passionné, on le vit tellement à 100% que finalement tout ce qui va se dire va nous toucher. Donc, je pense que si ça touche les gens, c'est une bonne chose parce qu'il y a une réelle passion derrière. Et en même temps, il va falloir se protéger de tout ça. Euh, Travailler pour soi, le faire pour sa propre satisfaction et du binôme homme-chien qu'on va travailler, ne pas le faire pour plaire aux gens, ne pas le faire pour être suivi ou autre. C'est-à-dire que ce qui n'est pas forcément mon cas, parce que moi je suis suivi par pas mal de personnes, mais je ne l'ai jamais voulu, je ne l'ai jamais demandé. Et il y a des moments de ma vie où ça a été très lourd et très pesant. Et des fois, j'aurais aimé qu'on ne me connaisse pas à certains moments donnés de ma vie pour qu'on me foute un peu la paix. Ouais. Ouais, c'est clair. Il y a, Mais, mais voilà, le faire pour soi, pour sa passion, je pense que ça arrêtera. S'il est passionné, il n'y a rien qui l'arrêtera. c'est clair, c'est une source de motivation importante, ouais, c'est clair. Il y a une petite question de mon cher Raphaël Pain qui est arrivé dans le chat. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interview, tiens? Enfin, de cette interview, cette entrevue, je préfère. Ah, on t'a peut-être perdu. Attends 2 secondes. Ouais, pas de problème. Euh, Petit break. C'est bon pour toi? Ouais, alors moi, pour ma petite conclusion, si tu veux, ce que je dirais, c'est que sur mes 17 ans d'activité sur le chien,
Mm. J'ai vu que toi, tu accueilles tout le monde et différentes visions. Ouais. Moi, je suis pas dans une vision de forcer les gens à croire ce que je dis. J'ai jamais dit que je détenais la vérité. Je détiens ma vérité. J'ai la chance de pouvoir avoir eu cette expérience de l'apprentissage de l'éducation canine en méthode traditionnelle que j'ai exercé pendant 4 ans et l'expérience de l'exercice de l'éducation canine en méthode positive que j'exerce depuis 10 ans. J'ai cette connaissance sur ces deux méthodes qui m'ont permis de me dire que pour moi, la traditionnelle ne me correspondait pas, qu'elle ne correspondait pas non plus aux chiens. Et cet enrichissement de connaissances que j'ai pu faire, parce que c'est quand même une claque derrière les oreilles. Moi, quand j'ai incorporé le BP éducateur canin, je ne savais pas qu'il était en positive. Je voulais devenir éducateur canin. Quand je l'ai fait, j'avais 21 ans et quand je suis rentré dans la classe, c'est ce qu'on m'a dit, bon bah écoute, tout ce que tu as appris dans le chien avant, on va faire une boulette, on va le jeter et puis on va te montrer d'autres choses. Si tu veux, j'ai pas fermé les portes à ça. En tant que passionné, je l'ai pas pris avec fierté. Je l'ai pas pris pour moi avec mon ego. Je me suis dit, c'est une possibilité à moi de m'ouvrir au monde sur d'autres portes qui, aujourd'hui, on est en train de me dire, va me permettre de respecter plus mon chien que ce que je faisais avant. Et je ne sais pas si j'aurais pu le faire à 50 ans, après 25 ans, 30 ans d'expérience. Je suis content que ça m'est arrivé là, mais finalement, de se remettre en question, de faire un petit peu le ménage dans la tête et d'aller vers d'autres aventures qui, pour moi, en tant que passionné et amoureux des animaux, et mon but, c'est de vivre avec dans un épanouissement total, m'a permis d'ouvrir les portes sur une connaissance énorme d'outils qui me permet d'aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, je... Ah, c'est dommage qu'on ait un petit break ici. Ouais, Tu m'entends? ouais, c'est Je bon, ouais. disais ça, je regrette pas du tout ce parcours-là parce qu'aujourd'hui, à la différence de certains éducateurs, et c'est pas une provocation, mais à la différence de certains éducateurs canins en méthode traditionnelle, je suis apte à parler de cette méthode, l'ayant apprise et l'ayant moi-même enseignée, et je suis apte à parler de les méthodes positives. Bien souvent, les éducateurs canins en méthode traditionnelle vont juger les méthodes positives sans jamais les avoir appris lors d'une formation véritable et concrète et diplômante qui leur permettrait d'avoir une boîte à outils conséquente pour se dire j'estime que pour pouvoir parler de quelque chose, il faut savoir le connaître, jamais vraiment les connaître. T'as entendu la fin? Pas la dernière phrase, non. Je disais que souvent les gens vont parler de choses qui ne entièrement ni correctement. Parce qu'aujourd'hui, si on est toujours obligé de débattre sur les idées reçues qui entourent les méthodes bienveillantes et respectueuses, à un moment donné, c'est des vidéos qui sont cool pour passer mon diplôme. J'ai mis 8 mois de formation. Ces 8 mois m'ont pas suffi, hein, sachant qu'avant j'avais un bac pro et en BEP dans le chien. Donc plus 8 mois d'éducateur canin. Et puis plus toutes ces formations additionnées, multipliées. En 15 ans, j'ai dépensé 40 000 euros de frais de formation et de séminaire parce que je pouvais me le permettre, parce que ma situation me le permettait. Et aujourd'hui, après 15 ans de travail et de continuité de formation, oui, je peux me permettre de parler de certaines. Ouais, ça marche. Je pense que tu as conclu sur ce petit bug et ce joli freeze de webcam. Voilà, bon, on a été correct dans le chat. Excuse-moi, je te coupe un tout petit peu parce que Vas-y. tu bugs un peu. Voilà, on est resté correct dans le chat, on continue évidemment. Voilà, soyez respectueux, hein, on est là pour discuter, tout va bien, on parle calmement, pas de problème. Donc voilà, soyez sympa. Super pour ta conclusion, merci Jérémy. Est-ce que tu m'avais parlé de webinaire que tu avais mis en place, je crois? Ah, cette fin d'interview est plutôt difficile niveau connexion. Ouais, on va t'avoir que quelques images par seconde, je crois bien. Ok, j'ai une image fluide et j'ai plus de son. Ah bah tiens, c'est bonne nouvelle. Ok, ouais, donc on a perdu le son chez Jérémy. J'en profite pour avancer un petit peu ma conclusion le temps que le son revienne, ça devrait pas tarder.
Pour ma part, eh bien, on va essayer de repartir sur une émission par semaine à partir d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, j'ai vu pas mal de monde passer dans le chat. N'hésitez pas déjà à partager le replay, il sera disponible sur Facebook, sur YouTube demain en rediffusion. Et puis n'hésitez pas à me contacter, j'ai vu quelques noms passer dans le chat. Si vous voulez participer, ça sera un grand plaisir de parler du chien. On est toujours là pour échanger, donc ça serait chouette. Je pense que Jérémy est revenu avec le son cette fois. Eh non, loupé. Toujours pas de son chez Jérémy. On peut finir en langage des signes peut-être, non? Je- on va voir si en quelques instants on arrive à régler ça. Sinon on conclura de manière un peu plus, un peu moins sympathique, ma foi. Euh, ouais, alors le webinaire Myriam, je pense que tu peux retrouver des infos après sur internet à mon avis. Donc il y a une page Facebook certainement, peut-être bien un site web également, mais à mon avis avec Google, tu devrais trouver des infos. Parce que si c'est webinaire, ça veut dire que c'est sur le web. Et donc si tu es intéressé, Myriam, tu pourras retrouver ça sur Google, je pense. En pleine... Eh ouais, non, bon bah je crois qu'on va finir en langage des signes, malheureusement. C'était une très bonne interview, j'étais très content de te recevoir, Jérémy. Voilà, c'était cool. Vous pouvez le retrouver, je pense, sur Facebook. Et tu me dis si je me trompe, mais à mon avis, c'est ça. Facebook, sûrement un site internet également. Et pour les webinaires, eh ben, cherchez sur Google, hein, vous devrez trouver assez facilement. Je te remercie, Jérémy, pour cette interview. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis j'espère vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Radio Cabot. Bonne soirée à tous, à plus.